Whakalongo kausua Tike whaka mole mole Kau whakamaroa tumua ki alai moto I leanga o lana whaingai mai le ata o wea mo futuna E whakatiloua atu ki a koutou ka sa I le ata nei Ti kau whaka futuna ko le tau taina Ko inofo I le whaingataa ti mamao mai le Europa Ka eia ni whaasinga nea e koutou mata beri ia I le ata nei Ti koutou whakamari mai ki ai Malino Nao, originaire de l'île Futuna, qui vous adresse le mot de bienvenue. À vous qui allez débarquer sur ce grain de sable, ou si vous préférez, ce caillou du Pacifique. Situé au nord des îles Fidji, un peu en dessous du 14e degré de latitude sud, perdu entre les îles Samoa et les Nouvelles Hébrides, ou si vous préférez encore, 2000 km de la Nouvelle-Calédonie et à 3000 km de Tahiti, l'île Futuna fait partie des parenthèses de notre planète. Ce furent les Hollandais qui débarquèrent les premiers chez les Futuniens. C'était en 1616, avant le règne de Louis XIV. Ils avaient baptisé ces deux îles du nom de Horn, qui était celui de leur ville natale. Mais ce nom n'a jamais existé que dans les manuels de géographie, les Futuniens ayant continué de l'appeler Futuna. Ce n'est que plus de 200 ans plus tard, en 1837, que deux missionnaires de la région lyonnaise vinrent habiter sur ces îles polynésiennes. Le temps des corsaires n'est pas encore révolu. Au début de 1970, Futuna n'était touché que par un crasseux cargo tous les 45 jours. Ce navire, qui a commencé à faire la richesse de son armateur, logeait à la même enseigne, sur un pont unique, la volaille, les bovins et les Futuniens revenant de Nouvelle-Calédonie jusqu'au pays natal. Comme à Futuna, il n'y avait pas de quai, le navire mouillait à près d'1 kilomètre du rivage, et les denrées, l'essence, les animaux et les hommes étaient débarqués sans transit au ras des vagues. Excellente occasion de prouver que tous les mammifères, sauf l'homme, savent spontanément retrouver l'art de la natation. Ces îles que l'on imagine constamment inondées de soleil ne sont certes pas épargnées par la violence des cyclones souvent dévastateurs. Ainsi, celui de Futuna en 1965, ceux de Nouvelle-Calédonie en 1969 et 1972, ou encore celui de 1972 aux Nouvelles Hébrides. Quand le bateau est reparti, la vie reprend son train-train quotidien. Vie tranquille que celle des Futuniens, vie où, comme en Asie, le temps ne compte guère et où la nature pourvoit abondamment à ses nécessités. Le nouveau débarqué découvre là une île vierge au sens étymologique du mot, une île où la main dévastatrice de l'homme moderne n'a guère apporté de modifications depuis le peuplement.
On commence à construire une route entre les districts de Singave et d'Alo. De même, dans la baie de Singave, on lance un quai achevé depuis. Mais les villages aux toits de feuilles séchées n'ont guère été envahis par cette lèpre qu'est la tôle rouillée. Et les gens, drapés dans leurs paréos, restent sympathiques. Les premières semaines se bornent à découvrir les richesses et les beautés de la nature. Puis, peu à peu, on pénètre dans l'intimité du pays, dans son âme plus exactement. L'un des problèmes de l'île, c'était l'absence de route entre les deux districts. Pour aller de Singave à Alo, on pouvait passer soit par le récif Frangin à marée basse, soit emprunter ce petit sentier par la montagne. Et quand la mer le permettait, les pirogues à moteur étaient le moyen le plus rapide et le moins fatigant. Avant l'ouverture de la route entre les deux districts, l'introduction d'une voiture avait commencé à révolutionner la question du transport entre les différents villages du district de Alo. La population futunienne a aussi ses problèmes, ses conflits internes comme toute société. Fidèle à une tradition installée depuis des années, les Futuniens règlent leurs conflits collectifs à la sortie de la messe sur la place de l'église. Tout conflit de ce genre est toujours une bataille rangée à main nue qui a des résultats impressionnants par la gravité des blessures et par le nombre de blessés pour un néophyte de la société futunienne. Mais il faudra calmer les esprits. Traditionnellement, les Futuniens, par l'intermédiaire de leur chef coutumier et leurs notables, font un arrangement entre eux à l'amiable. Aujourd'hui, il y a les problèmes de l'administration française qui a son mot à dire. Va-t-elle intervenir et emprisonner les belligérants qui sont des sujets français soumis à la loi française, ou laisser les Futuniens se débrouiller selon leurs coutumes? On se rend compte que malgré un calme apparent et sa végétation verdoyante, Futuna a ses problèmes à l'échelle de sa taille. Mon village s'appelle Tawa.
Autrefois, les cases ne comportaient pas de murs, uniquement des sortes de nattes tressées en feuilles qui peuvent se rabattre du côté d'où vient le vent ou l'averse. Sa confection est parfaitement adaptée à la nature et au climat des îles du Pacifique tropical. Les familles de 10 personnes et plus y vivent à l'aise. La forme de la case ou falais est ovale et l'alignement de ces falais de part et d'autre de la route dans le village baigné de lumière offre un tableau d'autant plus humain que l'accueil reste toujours la qualité futunienne. Quittons les villages d'Alo et revenons jusqu'à la baie de Singave, là où débarquèrent il y a 3 siècles les Hollandais et où se sont construites depuis la poste et un petit hôpital. L'une des grandes dates de l'histoire de l'île Futuna a été l'arrivée des missionnaires français catholiques. Ils étaient partis du port du Havre en décembre 1836. Il leur fallut 1 an via Valparaiso et Tahiti pour arriver à destination. Les registres de baptême de 1842 racontent à leur manière la conversion des Futuniens au christianisme. Comme le montrent les couvertures de ces cahiers, la France, de son côté, vivait à l'heure de la monarchie, celle de Louis-Philippe. En 1844, tous les Futuniens étaient baptisés. Ceci explique qu'aujourd'hui l'existence de chapelles, de croix, d'écoles et ça et là la présence de religieuses wallisiennes et futuniennes et d'un clergé wallisien. Mais le premier missionnaire, le père Pierre Chanel, rencontra une opposition catégorique. Lui qui écrivait que, vu de la mer, Futuna semble en sortir comme un bouquet de fleurs et de verdure, devait y succomber en moins de 4 ans sous le coup d'une herminette. Assassiné le matin du 28 avril 1841, le premier saint officiel du Pacifique a laissé sur les lieux de sa liquidation, dans une cocotteraie à quelques mètres des rouleaux de l'océan et de la respiration du ressac sur les galets de corail, un silence sans boutique. Chaque année, le 28 avril, les Futuniens se rendent en pèlerinage à Poy, lieu où fut martyrisé le père Chanel. Telle est la destinée de cette île qui, par un hasard de l'histoire, devint catholique et française. Du sommet du mont Pouquet, point culminant de l'île, 800 mètres d'altitude, on se surprend à rêver à des espaces et à des immensités, ou plus curieusement à des montagnes vosgiennes dont la plaine d'Alsace serait la mer. La légende de Futuna, elle, nous raconte qu'autrefois, les 2 districts d'Alo et de Singave se disputaient pour savoir à qui appartiendrait le mont Pouquet. Ils se mirent d'accord sur la solution suivante. À ceux qui les premiers attraperaient le plus gros poisson et qui l'apporteraient les premiers au sommet du Pouquet, à ceux-là appartiendrait la montagne. L'histoire dit que grâce à une tortue et à une ruse, ceux d'Alo furent au sommet, alors que ceux de Singave hissaient à grand-peine une baleine dans la vallée. En décembre 1970, un pèlerinage exceptionnel fit débarquer à Futuna les Futuniens demeurant en Nouvelle-Calédonie. Quelques jours avant l'arrivée du bateau,
Chacun s'affairait à préparer un accueil digne de l'hospitalité polynésienne. Les statues firent peau neuve, des abris furent édifiés pour la circonstance, les cases repeintes à la chaux, les broussailles enlevées, et les villages au grand complet se faisaient un point d'honneur de répéter des danses de bienvenue. La préparation des feuilles de pandanus pour les fameuses toitures des cases est un véritable art. C'est un travail de groupe. Un piquet est planté en terre, devant lequel s'assied un homme à la façon des tailleurs. Il prend une à une les feuilles qui sont apportées près de lui et les assouplit par frottement autour d'un bâton. Une fois assouplies, les feuilles sont cousues sur des nervures de palmes de cocotier. Ces rangées de feuilles, véritables tuiles locales, sont enfin mises en place et attachées sur les chevrons de la charpente ovale. Autre art de Futuna, décoratif celui-là, la confection des tapas. Le tapa est connu dans tout le Pacifique comme élément vestimentaire, décoratif, ou comme sorte de couverture, suivant la coloration qu'on lui apporte. De nos jours, comme autrefois, le tapa représente une grande valeur. Sa fabrication à partir d'un arbuste, le mûrier à papier, est réservée aux femmes. Celles-ci en enlèvent l'écorce par lambeaux. Ces lambeaux, martelés et collés ensemble, définissent la surface à décorer. La couleur est obtenue à partir d'un fruit qu'on appelle le tui-tui. Le reste est affaire d'art, de technique et de virtuosité, suivant une tradition qui a fait ses preuves. Quand arrivèrent les pèlerins futuniens de 1970, la route entre les deux districts n'était pas encore achevée et l'île venait juste d'être dotée d'une piste d'atterrissage. Mais qu'importe, l'une et l'autre étaient bien en cours d'aménagement, la route sera achevée pour juillet 1972 et le premier avion venait d'atterrir en août 1970. Mais c'était un petit avion taxi affrété à gros prix à partir de l'île Fidji. Les pèlerins, eux, les Futuniens de Calédonie, ils arrivaient par bateau. Ils seraient accueillis par leur famille futunienne et il était certain qu'ils seraient bien accueillis. Enfin, le jour J arrive, et le jour du bateau, comme on sait, est toujours un événement. Presque toute la population est là, et la présence des deux rois de Futuna, reconnaissables à leurs pagnes, vestes et cravates noires, donne à cette arrivée une allure de cérémonie. Ceux qui arrivent provoquent l'admiration des autres parce qu'ils sont habillés à l'européenne.
La tradition veut qu'on apporte aux membres de sa famille des objets de Calédonie. Souliers, radio, guitare, magnétophone, bref, des souvenirs utiles. Mais pour nous aussi, le voyage s'achève. Nous laissons les pèlerins. Nous quittons Futuna au moment où elle entre en fête. Elle peut prendre ce qu'il veut à son aise. Ce qu'il a représenté il y a 10 ans est maintenant chose courante. Il nous livre à travers ces images une Futuna en évolution, en mutation. On peut se demander dans quel sens va cette évolution. Le Futunien voit disparaître des valeurs auxquelles il croyait fermement, ou bien il les rejette simplement. Il tourne les yeux vers d'autres cieux, mais où exactement? Vers la civilisation qui va améliorer sa vie matérielle. La France apporte son pouvoir économique et inévitablement sa pensée avec ses valeurs qui ne sont pas nécessairement celles du Futunien. Malino Naou. Depuis le mois de juillet, Futuna et l'île Wallis, sa voisine, forment un territoire d'outre-mer. Comme pour toute colonisation, en même temps que les premiers Français, sont apparues de nouvelles idées et de nouvelles techniques. Celles-ci, même si elles n'ont pas imprégné l'âme des Futuniens dès le début, s'intègrent maintenant de plus en plus dans leur vie quotidienne. Un aéroport, même s'il est encore précaire, une route et quelques voitures, une navigation de pirogues motorisées, des constructions à l'européenne en sont certes les manifestations les plus remarquables ou au moins les plus remarquées. Mais faut-il encore qu'elles soient adaptées aux conditions topographiques et climatiques de l'île? Est-ce là un signe de prospérité ou une simple manifestation de modernisme? De toute façon, on ne peut pas réfuter les bienfaits des moyens de communication. Ils permettent le transport des hommes, mais naturellement avec eux le transport de leurs idées. Chacun essaye de voir le bon et le mauvais côté de deux conceptions différentes de la vie. Mais un Futunien ne pourra jamais comprendre parfaitement un Français puisqu'il est Futunien. De même, un Français n'arrivera pas à bien connaître un Futunien puisqu'il est Français. Et enfin, Apeleto Likuvalu. L'île connaît des changements depuis 4 ou 5 ans. Grâce à une liaison aérienne, grâce à une route qui relie les deux districts, le Futunia, avec ses besoins nouveaux, tend maintenant vers une société plus européanisée. Mais la vie quotidienne du Futunia, dans son village, dans sa famille, dans sa case, rien n'a changé. Pour une réelle amélioration dans sa vie, je pense qu'il faudrait installer des conduites d'eau qui distribuent l'eau dans chaque village, voire dans chaque case. C'est certainement là la première base d'une meilleure organisation dans les villages et le début d'une vie plus saine, sans enlever bien sûr les beautés naturelles qui font de cette île une des rares beautés du Pacifique. Oh,
Il n'est pas rare qu'un navire de guerre ou un avion militaire fasse escale à Wallis, car Mururoa, la base nucléaire française à Tahiti, Polynésie française, n'est pas loin. À Wallis, ils ont pour mission de recruter les jeunes pour l'armée. On les trouvera à Nandaï, en Nouvelle-Calédonie, en France, à Fontenay-le-Comte, Fréjus, Dijon, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Toulon, etc. Et même au Tchad, en Afrique, et pour cause. Fiers de partir pour servir la mère patrie, les jeunes Wallisiens découvriront vite la réalité. En France, ils sont accueillis non pas avec les danses comme ce ministre qui débarque à Wallis, mais par le racisme et l'injustice. Puisque dans les casernes, ils sont juste bons pour les corvées, les lourdes charges, les grandes manœuvres et les gardes, pendant que leurs camarades métropolitains, comme ils disent, s'en vont en permission chez eux. Ils découvrent qu'ils ne sont pas français comme les autres. Ceux qui ont voulu courir après l'argent des mines du nickel s'aperçoivent que cet argent se sauve devant eux au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans la poussière des mines et dans la valse des usines. Les belles promesses s'évanouissent petit à petit et laissent apparaître l'affreuse réalité de la misère, des bidonvilles, des accidents de travail et du chômage. Français, mais pas comme les autres. Trompés par la religion des curés, trompés par les promesses de De Gaulle, de Pompidou et de Giscard, les Wallisiens commencent à s'interroger. On évoque le passé, le bon vieux temps où l'on mangeait gratuitement, où l'on travaillait quand on voulait, où l'on dormait quand on voulait et où l'on voulait. Les étudiants wallisiens dissertent comme leurs homologues occidentaux sur la société égalitaire qu'ils qualifient sans pudeur de communisme primitif. Réveil culturel, valorisation des coutumes, recherche d'identité propre sont les mots qui ont fait leur apparition ces derniers temps dans le langage des Wallisiens formés dans la culture française. La masse, elle, n'a rien dit jusqu'en novembre dernier, où brusquement, sans que personne ne s'y attende, et à la grande surprise des personnalités locales et parisiennes, elle sort des cases traditionnelles pour manifester son mécontentement contre la hausse excessive des prix des marchandises. Pendant 4 jours, elle paralyse toute activité de l'île. Elle décide une baisse des prix de 20%. Elle renvoie l'administrateur supérieur représentant la France dans l'île. Elle interdit l'accostage du seul bateau qui ravitaille l'île pour avoir refusé de baisser le fret. Ces événements susciteront beaucoup de réactions. À Paris, on garde le silence comme d'habitude. À Wallis, la population prend tout à coup conscience de sa force, de ses valeurs et de ses coutumes. Dans un article du journal Le Monde, 26 et 27 janvier, on lit ce titre, « Les contestataires de Wallis ». Et son auteur de conclure, « L'important dans cette affaire est peut-être que les structures sociales traditionnelles du territoire aient prouvé leur solidarité. Quant à nous, nous sommes plutôt tentés de dire que l'important est que certains fonctionnaires mettent en question leur présence dans ces îles. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous constatons que les 99% UDR prennent une autre couleur. Est-ce le processus historique qui a déjà conduit certains peuples colonisés à l'indépendance qui s'amorce à Wallis? S'il en est ainsi, ce sera le plus grand démenti de la prétendue mission humanitaire des missionnaires d'abord et de la France ensuite. Bonne chance, monsieur Stirn.
Lota